Salut les amis, et j'espère que vous êtes au taquet pour cette dernière vidéo de correction de physique. Aujourd'hui on s'attaque à la rotation, c'est la dernière parce que ça me prend un temps de dingue, surtout en quatrième année de dentaire, on est déjà ultra chargé. Et ça va être impossible, déjà là c'était dur, mais ça va être impossible de continuer comme ça tout le long de l'année. Mais voilà, c'était vraiment le but de créer des petites vidéos pour vous lancer en physique. Vous verrez dans cette série, il y a plein de petites astuces, de petits trucs qui vont vous faire réussir rapidement les exercices, vous faire gagner beaucoup de temps sans avoir besoin de passer par tous les calculs intermédiaires. C'est ça qui est réellement important, c'est de grappiller des petites secondes et au fur et à mesure des petites minutes. Et puis ça fait des questions en plus et puis des points en plus que vous aurez à l'examen. Bref, je vous prends pas plus de temps et on va directement pour cette troisième et dernière correction de physique. Alors pour l'exercice 1, on a un entraînement pour astronautes dans l'aviation et parmi les astronautes, les membres de l'équipage doivent être bien entraînés à supporter de fortes accélérations. Dans ce but, ils utilisent des machines qui remplacent l'accélération linéaire par une accélération centripète. Oui, parce que une accélération, elle peut être linéaire. Par exemple, vous qui êtes dans une voiture, puis la voiture, elle commence à accélérer. Là, vous allez en ligne droite, donc ça veut dire que l'accélération, elle est linéaire. Et puis, on peut aussi avoir une accélération centripète, c'est-à-dire que quand on a, ça vous l'avez vu dans votre cours de physique normalement, mais je vous le réexplique, quand on a, par exemple, une nacelle donc d'entraînement d'astronaute ici, qui tourne autour d'un point, le point ici par exemple, si elle tourne comme ça, eh ben, il y aura une accélération centripète qui va nous pousser vers le bord. Et ça, on la ressent parce que cette accélération centripète, on ressent une sorte de force qui nous pousse contre euh, ce pan-là de la nacelle, donc dans ce sens-là. Et ça, c'est l'accélération centripète. L'accélération centripète, il y a une formule toute faite dans la table, dans le formulaire de physique, qui vous sera très très utile. Donc, une cabine est rattachée à un bras métallique long de 20 mètres. Donc ça, c'est important, ce bras-là fait bien 20 mètres. Et puis ce bras, il fait tourner la navette d'un mouvement circulaire, ça c'est ce qu'on vient de dire. Et on cherche la vitesse qu'il faut atteindre avec la cabine pour simuler une accélération de 5G. G, je le rappelle, c'est la constante d'accélération sur Terre, petit g, donc c'est 10 mètres par seconde au carré, c'est 9,81, mais nous on abrège toujours 10 mètres par seconde au carré, sauf si c'est spécifié autre chose dans la consigne. Du coup 5G, ce sera 50 mètres par seconde au carré, d'accord? Et maintenant on cherche quelle est la fréquence de rotation correspondante. Donc la fréquence de rotation correspondante, elle sera donnée ici. Et puis la vitesse, ça, ce sera la vitesse de la nacelle. Donc, pour calculer ça, déjà, on va commencer par calculer la vitesse de la nacelle. Pour calculer la vitesse, il n'y a rien de plus simple, on applique juste cette formule-là. Cette formule-là, elle nous dit que l'accélération qu'on cherche, donc 50 mètres par seconde au carré, on va le noter, 50, c'est égal à la vitesse au carré. La vitesse, on ne la connaît pas encore, donc vitesse au carré, on la laisse comme inconnue divisé par le rayon. Le rayon, on a dit que c'était 20 mètres. Ok, bon. Alors là, c'est simple. C'est-à-dire que V au carré, c'est égal à 50 fois 20, donc 1000. Ok, donc c'est-à-dire que V, c'est égal à la racine carrée de 1000. Et puis la racine carrée de 1000, c'est 31,63. Ok, c'est avec la calculette qu'il faut faire le calcul. Très bien, donc 31,63, c'est quoi? C'est V. V, c'est quoi? C'est la vitesse. En kilomètres par seconde ou en mètres par seconde? Bah, en mètres par seconde, parce qu'on a toujours pris des mètres et toujours pris des secondes dans cette formule. Donc ce sera bien 31,63 mètres par seconde. Maintenant, 31,63 mètres par seconde, c'est égal à 113,87 km/h, parce qu'on l'a vu dans la série 1, pour passer de mètres par seconde à km/h, il faut faire fois 3,6, d'accord? Et si on fait 31,63 fois 3,6, on trouve bien 113,87. Donc déjà, ce qu'on peut barrer comme réponse, c'est la B, c'est sûr que c'est pas la B. Et puis la C, c'est sûr que c'est pas la C non plus. Ok. Bon, maintenant on sait que ces trois valeurs de vitesse, c'est les mêmes. Donc pour discriminer la réponse juste, il faut s'intéresser à la fréquence, qui n'est pas la même ici. D'accord? La fréquence, c'est le nombre de tours que la nacelle va faire en une seconde. D'accord? Puisqu'on voit que chaque seconde, ça donne X nombre de tours. C'est ce nombre de tours qu'on cherche. Ok. Donc pour trouver ça, il faut savoir la circonférence totale de ce cercle-là. Et pour trouver la circonférence, on fait 2 pierres. Et puis 2 pierres, c'est 2 fois pi, ça on connaît, on fait avec la calculatrice. Et puis R, c'est le rayon de 20 mètres. Et ça nous donne précisément 125,66 mètres. Ça, c'est le pourtour total du cercle. Maintenant, pour trouver quelle est la fréquence, il faut savoir combien de tours la nacelle fait en une seconde. Puis si la nacelle elle fait 31,63 mètres par seconde, mais que le tour il fait 125,66, déjà, c'est que la nacelle, elle fait moins que 1 tour par seconde, puisqu'elle va moins vite
que... Enfin, ouais, vous avez compris quoi. Elle fait 35,63 mètres en 1 seconde et il faudrait peut-être théoriquement 4 secondes pour faire le tour complet. Donc c'est-à-dire que en 1 seconde, bah, elle va peut-être bouger de là à là, ok? Et puis de là à là, c'est un quart de cercle à peu près, hein. Donc si on fait le calcul, 31,63 divisé par 125,66, on trouve à peu près 0,25. Et ça nous donne la fréquence. Donc on sait que maintenant, c'est la réponse E, puisque c'est la seule où les deux valeurs sont correctes. Maintenant, pour l'exercice 2, c'est un exercice qui peut vous faire gagner beaucoup de temps à l'examen, ou vous faire perdre beaucoup de temps, suivant comment vous le prenez. Ça, c'est très important de savoir détecter vite ces exercices, pour pas tomber dans le piège de faire tous les calculs dans tous les sens, ça va vous faire perdre plein de temps, faire perdre des points sur les autres, tandis que si vous le prenez de la bonne manière, cet exercice, vous allez gagner des points que d'autres n'auront peut-être pas le temps de faire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment il faut voir ce genre de calcul, ce genre d'exercice. Donc, on va déjà lire la consigne ensemble. Une voiture roule sur une route droite de 50 km. À T0, elle démarre avec une accélération constante de 5 mètres par seconde au carré, le long du premier kilomètre, après quoi elle garde sa vitesse constante pour le reste du trajet. Les pneus de la voiture ont un diamètre de 120 cm, la seule force de frottement qu'on considère est celle du frottement statique entre les pneus et le goudron. Les roues ne peuvent pas glisser sur le goudron, mais seulement rouler. Pour un point situé sur la bande de roulement d'un des pneus de la voiture et dans le référentiel de la voiture, on peut affirmer que... Bon, mais alors là, justement, on se dit, waouh, il y a plein d'informations, il faut combiner 50 km, bon, je sais pas trop à quoi il va me servir, 50 km, le diamètre qu'il faut évidemment convertir en rayons, donc il faut diviser par 2, les centimètres qu'il faut convertir en mètres, il faut toujours faire bien attention pour tous les calculs. Sauf que on regarde un petit peu les propositions de réponse, puis on voit qu'une accélération angulaire, déjà, ça doit être des radians par seconde au carré, juste l'unité, tout simplement. Hein, ça peut être des radians, ça peut être des degrés par seconde au carré, mais ça doit être quelque chose par seconde au carré, ok? Donc, on voit bien que la A, elle peut pas être juste, parce que 8,33 unités, il n'y a pas d'unité divisé par heure au carré, enfin ça veut rien dire, c'est pas une accélération du tout. Donc la A, elle est fausse. Maintenant, la D, elle est fausse aussi, hein, puisque 4,16 par seconde au carré, ça veut rien dire. Ça voudrait dire quelque chose si on parlait de tours par seconde au carré. Ça je veux bien. Mais une accélération angulaire, ça n'a absolument pas cette unité-là comme unité. Hein. Donc la D, elle est fausse. Voilà, s'il y a 2-3 petites bases en théorie que vous avez bien en tête, ça peut vous rapporter beaucoup de temps à l'examen. Et le temps, c'est des points, et très précieux. Donc, déjà la A et la D, elles sont fausses. On va lire la E, par exemple. La roue n'est sujette à aucune accélération. C'est faux, puisque si la roue, elle a aucune accélération, si, elle a une accélération angulaire. En tout cas, entre le kilomètre 0 et le kilomètre 1. D'accord? Puisque le long du premier kilomètre, elle a une accélération constante de 5 mètres par seconde. Enfin, la voiture a une accélération de 5 mètres par seconde au carré. Donc, c'est-à-dire que la roue va tourner de plus en plus vite. Donc, elle aura forcément une accélération angulaire. Donc, la roue n'est sujette à aucune accélération. Ça, c'est complètement faux. Et maintenant, on va regarder la B. L'accélération angulaire pendant la durée du trajet vaut 8,33 radians par seconde au carré. Ça, c'est un truc tellement vague parce qu'on ne sait pas si c'est l'accélération angulaire moyenne, mais ça, ils ne l'ont pas précisé, donc c'est pas l'accélération angulaire moyenne, ou alors si c'est l'accélération angulaire pendant le premier kilomètre, sauf que non, puisque là, ils disent pendant la durée du trajet. Donc, on ne peut pas répondre à ça, puisque c'est pas une accélération angulaire moyenne. On pourrait répondre s'ils demandaient l'accélération angulaire moyenne pendant la durée du trajet vaut. Ça, on pourrait dire. Mais on pourrait aussi dire l'accélération angulaire dans le premier kilomètre. Mais par contre, on ne peut pas faire un mix des deux. Donc c'est-à-dire que la B est fausse, et forcément, la C est juste, sans avoir fait le moindre calcul. Et ça, bon, je vous l'ai expliqué à l'oral, ça a bien pris 2 minutes, je pense. Mais si vous le faites dans votre tête à l'examen, ça prend 20 secondes. Vous lisez la consigne, vous regardez vite fait les propositions de réponse, vous voyez qu'il y en a déjà que vous pouvez éliminer, vous les barrez tout de suite. Et en tout et pour tout, allez, 30 secondes, l'exercice il est terminé, on passe au prochain. Donc voilà, ça c'est des petits trucs et astuces super importants pour gagner beaucoup de temps à l'examen des SFO, et le temps c'est la chose la plus précieuse dans l'examen de SFO, vraiment. Voilà, on passe à l'exercice 3. Donc maintenant pour l'exercice 3, on a un canal courbé,
comme ici. Un navire de 50 tonnes vogue dans un canal courbé comme montré sur la figure. Après, il y a toute la suite de l'énoncé qui est assez compliquée, mais en fait, faut pas trop s'en préoccuper, mais je la lis quand même. La largeur du canal est très proche de celle du navire, donc on peut considérer le mouvement du navire dans le canal comme celle d'un objet ponctuel. Bon. Ouais, bon. C'est compliqué beaucoup l'affaire pour pas grand-chose, hein. Bon, on va prendre comme si c'était un navire qui suivait cette trajectoire, hein, tout simplement. Le canal forme un quart de cercle avec un rayon de courbure 200 mètres, donc ça, hop, c'est un quart de cercle, et puis il y a un rayon de courbure de 200 mètres. Et le navire vogue dans le canal avec une vitesse de 20 km/h, elle est fixe, et il ressort de l'autre côté après un temps de 56,55 secondes. Bon, alors, la A, déjà, le navire est sujet à une force centripète pendant la traversée du canal égale à 7562 newtons. Donc, déjà, pour calculer la force centripète, il faut trouver l'accélération centripète. Une fois qu'on a l'accélération centripète, on peut la remplacer dans la formule de la force, juste en multipliant par la masse du bateau, et on trouve la force centripète. Bon, alors, très simple, on remplace donc V carré et R, donc on a l'accélération centripète, c'est égal à V carré sur R, donc c'est égal à la vitesse qui est de 20 km/h. Ok, là ça fait tilt tout de suite dans vos têtes, 20 km/h, faut le changer en mètres par seconde, comme toujours en physique. Donc 20 km/h, on divise par 3,6, et ça donne 5,55 mètres par seconde. Ok. Donc, l'accélération centripète, c'est égal à 5,55 au carré, faut pas oublier le au carré, divisé par le rayon de courbure qui est de 200 mètres. Ok. Ok. Et puis tout ça, c'est égal à 30,86 divisé par 200, ce qui est égal à 0,154 mètres par seconde au carré. Ça, c'est une accélération, faut pas l'oublier. Et maintenant, pour trouver la force correspondante, donc la force centripète, il suffit de multiplier cette accélération par la masse du navire, donc 0, donc on va la mettre, la force est égale à 0,154 fois la masse du navire, 50 tonnes, il faut changer ça en kilogrammes, donc ça fait 50 000. Et tout ça, ça nous donne 7716 newtons. Ok. 7716 newtons, faut considérer que c'est égal plus ou moins à 7562. Quand il y a une marge d'erreur de moins de 10%, il faut garder la même réponse, ok? Donc ça c'est un petit truc à l'examen, parce que suivant comment on arrondit les calculs, voilà, si ils veulent que vous mettiez faux à cette question, eh ben, ils mettront une différence très grande, d'accord? Ou alors ils mettront par exemple 0,154 pour vous faire tomber dans le piège. Mais ils mettront en aucun cas quelque chose qui est si proche. S'ils mettent quelque chose de si proche, faut considérer que c'est eux qui ont arrondi d'une autre manière que nous, et il faut la mettre comme vraie. À l'examen, ça peut vous coûter des points si vous dites ah c'est pas exactement la même chose, bah si, faut quand même mettre vrai. C'est une petite subtilité de la première année, comme il y en a beaucoup. Alors maintenant la B, le navire ne change jamais la norme de sa vitesse. Est-ce que ça c'est juste? Alors oui, ça c'est juste parce que il a une vitesse constante, sauf que la norme, enfin c'est la direction de la vitesse qui va changer. La norme, elle est effectivement constante, la norme de la vitesse. Donc la première partie de la phrase est juste, mais est-ce que la seconde partie de la phrase est juste? Donc son accélération est nulle pour toute la durée de son parcours. Alors là, elle est fausse, puisque la norme de la vitesse, on est d'accord qu'elle ne change pas. Par contre, la direction de la vitesse, elle change. Et pour que la direction de la vitesse change, il faut que le bateau subisse une accélération dans un sens ou dans l'autre. Donc, effectivement, il ne subit pas une accélération tangentielle. Donc l'accélération tangentielle, c'est ce qui ferait changer la norme de la vitesse sur une même trajectoire. C'est-à-dire que le bateau, si on l'accélère tangentiellement, eh ben, il va aller de plus en plus vite, mais sur la même trajectoire. Tandis que si on l'accélère centripètement, en fait, il subit une accélération centripète. Hein, et c'est pour ça qu'on dit que l'accélération, elle n'est pas nulle. Parce que tout corps en rotation autour d'un centre de gravité, à vitesse constante, subit une accélération centripète. Donc la B elle est fausse puisque l'accélération elle n'est pas nulle, puisqu'il y a l'accélération centripète qui n'est pas nulle. Maintenant la C, la norme de la vitesse du navire ne change pas, ça on a dit que c'était vrai, pourtant son accélération tangentielle le long du canal n'est pas nulle. Ben, ça justement c'est faux puisque le bateau il change pas de vitesse, ok? Il change de direction,
mais sa vitesse, elle est constante. Donc c'est-à-dire que la norme de sa vitesse est constante. Le vecteur vitesse n'est pas constant puisqu'il change de direction, mais par contre, l'accélération tangentielle, elle est nulle, puisque le bateau, il ne change pas de vitesse. Si l'accélération tangentielle n'était pas nulle, alors le bateau, il se mettrait à accélérer en mètres par seconde, mais toujours sur la même trajectoire, d'accord, hein. J'essaye de parler de manière intuitive, hein, pas de parler mathématiquement juste. Donc du coup, la C, elle est fausse. Pardon, la B aussi, elle est fausse, hein. Avant, j'ai dit, elle est fausse. Et maintenant, la D, la quantité de mouvement initial du navire est de 277 800 kg fois mètre par seconde. Donc ça, on va le vérifier. Et pour trouver la quantité de mouvement, en fait, il faut utiliser la formule de quantité de mouvement tout simplement. C'est P égale M fois V. V, on a dit que c'était 5,55 parce qu'on prend des mètres par seconde. Donc, on va mettre P, c'est égal à M fois V, c'est égal à la masse 50 000 fois 5,55 mètres par seconde, ok. Ici, on a bien des kilogrammes, là, on a bien des mètres par seconde, donc l'unité totale de tout ça, ce sera bien des kilos fois mètres par seconde, ok, ça c'est juste. Et on trouve 277 500 kilogrammes fois mètre par seconde, d'accord. Ça, c'est l'unité. Et ça, cette valeur-là, elle est très proche de celle-là, et donc c'est peut-être aussi un changement dans l'arrondissement. Peut-être qu'eux, ils ont mis 5,56, hein, tout simplement. Ce qui est plus juste, hein, que ce que j'ai mis d'ailleurs, hein. Et ça nous met que la D, elle est juste aussi. Voilà. Alors maintenant, pour l'exercice 3, en fait, c'est un exercice qui se fait très rapidement, si vous avez compris 2-3 petites choses, et ça vous fait gagner du temps normalement pour les prochains exercices. Mais là, c'est normal que ça vous prenne beaucoup de temps, parce qu'il faut comprendre tout, mais à l'examen, vous aurez l'habitude, ça vous prendra moins de temps. Alors on y va. Soit une fusée de rayon R, 10 mètres et de masse 1000 kg. La fusée peut être approximée par un cylindre de densité homogène. Donc j'ai dessiné ici la fusée, c'est un cylindre avec un rayon de 10 mètres, pas un diamètre, hein, mais un rayon de 10 mètres, et une masse de 1000 kg. Et on se demande si le moment d'inertie de la fusée par rapport à son axe de symétrie est de 10 puissance 5 kg par mètre. Et en fait, il faut faire très attention parce que en physique, les unités c'est très important et on se rend compte que l'unité du moment d'inertie, c'est pas des kilos par mètre, c'est des kilos par mètre carré. Et comment vous pouvez savoir ça au lieu de l'apprendre par cœur? C'est débile, moi je l'ai même pas du tout appris par cœur, il n'y a pas besoin d'apprendre ça par cœur. Ce qu'il faut faire, c'est vous allez dans votre formulaire et vous regardez le moment d'inertie et vous trouvez là toutes ces formules. Et toutes ces formules, vous voyez bien que la masse c'est des kilos et le R au carré c'est des mètres au carré. On est d'accord? Du coup c'est des kilos par mètre carré. Et par voie de conséquence, la A elle est fausse parce que ce serait 10 puissance 5 à la limite kilos par mètre carré, mais en tout cas pas des kilos par mètre. Donc la A c'est sûr qu'elle est fausse. Alors après peut-être c'est une erreur de la faculté, et puis qu'ils vont la compter juste et tout, mais ça faudra bien leur demander si c'est une erreur ou voilà, comment c'est. Mais en tout cas, en tant que telle, cette phrase est fausse. Ensuite, pour la B, si la masse de la fusée est divisée par 2, son moment d'inertie aussi. Donc, on voit bien que ici, si on divise la masse par 2, donc on va prendre cette formule-là, parce que c'est d'un cylindre de rayon R, d'accord? Donc nous, c'est bien ce qu'on a un cylindre de rayon R, et on se rend compte que si on divise la masse par 2, et ben ça aussi, ça va se diviser par 2, parce que si vous divisez ça par 2, ça divise tout ça par 2, et ça aussi, c'est divisé par 2. Donc le moment d'inertie, IW, eh ben, il est aussi divisé par 2. Donc, la B, elle est vraie. Et ensuite, pour la C, si le diamètre de la fusée est multiplié par 3, son moment d'inertie est multiplié par 9. Là, c'est la même chose. Si on multiplie le rayon par 3, bah 3 au carré, ça donne 9. Donc, du coup, on multiplie ça par 9. Donc ça, c'est vrai aussi pour la C. Et pour la D, plus le moment d'inertie est grand, plus le moment de force à appliquer sur la fusée pour le mettre en mouvement de rotation autour de son axe de symétrie sera faible. Voilà, juste... on peut très bien se rendre compte que plus le moment d'inertie est grand, donc plus ça c'est grand, c'est-à-dire que plus il y a de la masse par exemple dans le cylindre, ou plus le cylindre est large, et ben moins il faudra de force pour le mettre en mouvement. Vous voyez, le moment de force, bah, il sera plus petit. Donc ça forcément c'est faux, parce que plus le cylindre est lourd, ou plus le cylindre est large, et ben plus il faudra de moments de force, donc d'énergie. C'est pas proprement dit de l'énergie, mais j'essaie de simplifier parce que c'est le but de ces corrections. Plus il faudra d'énergie pour le mettre en mouvement. Donc c'est complètement faux ça. Donc la D elle est fausse. Et voilà. Ensuite, maintenant pour l'exercice 5,
en fait, c'est un exercice où il faut juste réussir à faire tourner les formules. Il n'y a pas besoin de tout comprendre dans le détail. Le mieux, c'est de tout comprendre, évidemment. Mais pour réussir cet exercice, il suffit juste de savoir faire tourner les formules dans les différents sens et puis savoir à quoi correspondent un petit peu ces formules. Donc, on va essayer de le faire ensemble. Roue à aube. On considère une roue à aube ayant un moment d'inertie de 500 kg par mètre carré, enfin fois mètre carré, pour un rayon de 100 cm, donc 1 mètre. On va déjà le faire comme ça nous évite de nous tromper, 1 mètre. Et faite en bois dur, 1100 kg fois mètre cube, attachée en son centre. Elle est initialement, enfin ça c'est la densité du bois, d'accord? Elle est initialement immobile. On ouvre une conduite qui fait tomber de l'eau sur les pales de la roue, donc comme ce schéma-là nous le montre, seulement d'un côté, voilà. On modélise l'effet de la chute d'eau par une force F constante au cours du temps de 100 newtons. Donc on dit que cette force-là, elle est de 100 newtons, tangentielle à la roue, donc bien tangentielle, donc c'est-à-dire qu'elle est perpendiculaire au rayon de la roue, au vecteur rayon, et appliquée à sa périphérie. On néglige les frottements. Quelle est la vitesse angulaire de la roue 20 secondes après l'ouverture de la conduite? Donc, déjà pour trouver la vitesse angulaire, si initialement elle est au repos, eh ben, on va devoir trouver l'accélération angulaire, et puis ensuite calculer qu'au bout de 20 secondes, l'accélération angulaire elle sera de x. Et ce x, c'est exactement ce qu'on veut trouver ici. Je rappelle que l'accélération angulaire, c'est des radians par seconde au carré, fois seconde au carré. Des radians par seconde au carré. Et la vitesse angulaire, c'est des radians par seconde, tout simplement. Maintenant, on va essayer d'utiliser un petit peu les formules et de rentrer toutes ces valeurs dans ces formules. Donc, comme souvent, quand on parle de rotation, il faut trouver taux. Hein. Ça, c'est important dès le début de l'exercice. Donc, on va essayer, on va le faire. Parce que, ouais, souvent, c'est ce qu'il faut faire en premier. Donc, ça, c'est un truc un petit peu à retenir. Donc, le rayon, il est comme ça. D'accord? Il est dans ce sens-là. D'accord? Pardon. Je le dessine pas très bien, mais on voit qu'il est perpendiculaire à F. Donc, c'est-à-dire que si on a taux, le vecteur taux qui est égal au vecteur R, produit vectoriel, le vecteur force, hein, qui est ici, ça nous donne que c'est égal à R fois F fois sin de 90 degrés. 90 degrés, sin de 90 degrés, c'est 1, d'accord? Donc c'est égal à R fois F, et R fois F, R on a dit que c'était 1 mètre, d'accord? Ici c'est marqué que c'est le rayon et pas le diamètre, donc ça nous donne 1 fois F force qui est de 100 newtons. Et tout ça, c'est taux. Donc taux égale à 100. Ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il suffit juste de remplacer dans l'autre équation pour trouver l'accélération rotationnelle de la roue. Et on a le moment d'inertie qui est de 500 kg fois mètre carré. Donc ça, c'est le moment d'inertie. Si vous avez un doute, il faut aller dans le formulaire et puis vous regardez à quoi ça correspond, et puis vous voyez que c'est marqué moment d'inertie, puis qu'il y a plein de différentes formules pour calculer le moment d'inertie en fonction de différentes formes d'objets. D'accord? Donc, le moment d'inertie, ça correspond à ça. Taux, on l'a. Il suffit juste de trouver l'accélération tangentielle maintenant. Donc, on a que taux, hein, c'est égal à 100. Et puis 100, c'est égal à 500 fois l'accélération. D'accord? L'accélération de rotation. Ok? Et puis, maintenant, on a l'accélération, donc le petit a, qui est de 100 divisé par 500, c'est-à-dire que a, c'est égal, on va le marquer, 100 divisé par 500. Ça nous donne 0,2. C'est-à-dire que l'accélération de rotation, elle est de 0,2 radians par seconde au carré. Et puis là, on se dit, bah non, ce qu'on cherche, c'est une vitesse angulaire, c'est pas une accélération, d'accord? Donc on connaît l'accélération de cette roue, elle accélère de 0,2 radians par seconde au carré. Et maintenant, on veut une vitesse. Puis pour trouver la vitesse, si on sait qu'elle accélère de 0,2 radians toutes les secondes, et ben, au bout de 20 secondes, il suffit juste de faire 20 fois 0,2 et on va trouver 4. D'accord? Donc 0,2 fois 20, ça nous donne 4. D'accord? Si on met les unités, 0,2 c'est des radians par seconde au carré, 20 c'est des secondes, donc c'est-à-dire qu'on va passer à des radians par seconde, et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut pour la vitesse angulaire. Ce qui va nous donner 4 radians par seconde. Très bien, et ça c'est ce qu'on a à la réponse A. Donc c'est la réponse A qui est juste.
Ok, alors maintenant pour l'exercice 6, on a une explosion. Donc une sphère de masse m, donc la sphère initiale c'est ça, placée à l'origine du référentiel est à l'arrêt. Elle explose en deux pièces qui partent dans la même direction, mais en sens opposé. Donc ça, tout ça pour dire qu'elles partent l'une d'un côté et l'autre de l'autre. On suppose que pendant l'explosion, aucune force extérieure ne s'applique au système. Quand l'une des deux pièces avec une masse m1 égale 0,25 mètres se trouve au point x égale 75, donc c'est-à-dire que là, on a le fragment ici qui est égal à 0, enfin un quart de la masse totale, 0,25 m. Quand il se trouve à 0,75 mètres, donc 75 cm, où se trouve l'autre fragment? Donc ici on a bien un référentiel. Donc déjà, là en tout premier lieu, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut éliminer la réponse A et la réponse B. Pourquoi? Parce que si il part dans des directions opposées et puis que ce fragment-là est déjà à 75 cm, celui-là il sera dans le négatif, puisque le 0 c'est le point initial. Donc ce sera forcément une des trois réponses ici. Maintenant, c'est un exercice qui peut prendre beaucoup de temps si on part dans la mauvaise direction dès le départ, ou qui peut se faire rapidement si on trouve directement les bonnes formules. Les bonnes formules ici, c'est la formule de quantité de mouvement, et en fait, elle nous dit que quand on a ici une explosion, il y a deux forces, donc deux accélérations qui seront appliquées sur ces deux objets, hein, mais de manière égale et de sens opposé, pendant une durée égale aussi. Et ça nous dit, tout ça pour dire, hein, je vais essayer de simplifier, que ces deux fragments, ils ont la même quantité de mouvement, d'accord? Puisque ils partent avec une quantité de mouvement 0, donc si on additionne leurs deux quantités de mouvement après l'explosion, eh ben, leur quantité de mouvement totale à tout système sera toujours 0. Donc c'est-à-dire que cette quantité de mouvement annule cette quantité de mouvement, d'accord? Donc maintenant, on sait que la quantité de mouvement ici, c'est la même pour les deux, donc on peut dire que M1 fois V1, c'est égal à M2 fois V2, ok? Donc M1, on l'a, c'est 0,25 M, donc on va mettre 0,25. On peut mettre le M si vous voulez, hein, mais ça risque d'embrouiller un peu, mais je vais le mettre comme ça, très bien. Fois V1, d'accord? V1, on ne le connaît pas. Et ça, c'est égal à 0,75 M fois V2, d'accord? Maintenant, on voit qu'on a des M de chaque côté, ici et là, donc on peut les supprimer pour que ça soit un peu plus lisible. Donc je vais effacer ça. Pardon, tac, tac, tac. J'efface ça. Et puis, on se retrouve avec 0,25 fois V1 égale 0,75 fois V2. Là, on est embêté parce que V1 et V2, on ne sait pas trop comment les prendre, puisque là, on nous parle de distance, et puis pas de vitesse. Mais pas de souci, parce que la vitesse, c'est rien d'autre qu'une distance divisée par un temps, ok? Donc, une distance divisée par un temps, on va dire que 0,75, bah, c'est x1, d'accord? Donc, on va mettre ici x1 sur t1. Et puis ici, la même chose, x2 sur t2. Très bien. x1, on sait que bah, c'est 75 cm, ok? Donc ça, on peut déjà le remplacer. Tac. Donc on va mettre 0,75 pour rester en mètres. Et ici, T1 et T2, on sait que c'est les mêmes, puisqu'on se dit, au moment où bah, le fragment 1, il est à 75 cm, où est-ce que se trouve l'autre? Donc le temps, c'est le même, donc T1, c'est égal à T2. Donc, on peut simplifier les deux équations, en enlevant ça, et on a que 0,25 fois 0,75 est égal à 0,75 fois x2, et x2, justement, c'est la position de cet objet. D'accord. Bon, j'ai pas mis les moins ici. Enfin, là, c'est vraiment les valeurs absolues qu'on regarde, et puis après, on raisonne de tête. Hein, on va pas s'embêter avec des moins et des plus. Donc maintenant, si on résout cette équation, on trouve que x2, c'est égal à 0,25, mais 0,25 sur ce référentiel. C'est-à-dire que x2, il est là, il est parti dans cette direction-là. Donc comme on n'a pas raisonné directement avec les valeurs négatives et positives, 0,25, en fait, c'est moins 0,25, puisque ce fragment-là est parti dans cette direction, et le plus, c'est dans cette direction. Donc, on se retrouve avec moins 0,25 mètres, puisqu'on a toujours pris des mètres. Donc, c'est la réponse E. Donc maintenant, pour l'exercice 7, c'est l'arrêt d'un wagon lesté. On a un wagon de marchandises isolé de masse grand M, qui est lancé à une vitesse constante grand V, sur une voie où l'on néglige les frottements. Il roule sous une grue qui dépose verticalement sur le wagon de passage un conteneur de masse M inconnu.
Le wagon chargé roulant à une vitesse constante v termine sa course en fin de voie de garage en décélérant uniformément en un temps delta t sur le butoir. On peut dire que. Donc déjà, en un temps delta t, ça on sait que peu importe les variantes qu'on fera cet exercice, donc dans les différentes propositions de réponse, le temps d'arrêt du wagon sera le même. Donc là, on peut se rendre compte, gentiment avec l'intuition, peut-être pas tout de suite au début de l'année, mais à force de faire des séries, que c'est un exercice vraiment axé sur la quantité de mouvement. Et en fait, cette quantité de mouvement, c'est un concept super important qui va vous faire gagner beaucoup de temps parce qu'il y a plein d'exercices, même dans d'autres séries, où vous allez devoir répondre à une question. Et la quantité de mouvement, c'est un concept qui vous fera gagner beaucoup de temps parce que vous pourrez calculer la réponse de l'exercice de plein de manières différentes, mais en passant par la quantité de mouvement, bien souvent, ça réduit beaucoup le temps de réponse à la question. D'accord. Donc on va prendre les réponses les unes après les autres. Si petit v est plus petit que grand V, alors petit m est plus petit que grand M. Alors ça, on se rend compte que non, c'est faux, parce que si petit v est plus petit que grand V, bah, peu importe la masse m qu'on a mis sur le wagon, pourvu qu'elle soit supérieure à 0, bah, forcément grand V sera plus grand que petit v, puisque en rajoutant une masse immobile sur un wagon qui est initialement en mouvement, bah, on va réduire la quantité, on va réduire la vitesse du wagon, parce que la quantité de mouvement reste la même. Par contre, la vitesse va réduire puisque la masse augmente. Donc, si on regarde bien cette formule, donc initialement, on a cette formule, sauf que après avoir mis une masse sur le wagon, la quantité de mouvement ne varie pas puisque la masse qu'on a mis, elle n'a pas de quantité de mouvement intrinsèque. Donc, la quantité de mouvement totale du système après, elle va rester la même. Donc, ça reste la même. Mais comme la masse augmente, la vitesse diminue. Donc, forcément, petit v va être plus petit que grand v si m est supérieur à 0, mais pas si petit m est plus petit que grand M. D'accord? C'est vraiment si petit m est supérieur à 0. Donc la A, elle est fausse. Maintenant la B. Si petit m est égal à grand M, alors la vitesse du wagon est réduite de moitié. Là, c'est de nouveau la même chose. Donc, on dit que petit m est égal à grand M. Donc, c'est-à-dire que ça ne change pas. Et puis, maintenant, on s'intéresse à la vitesse, d'accord? Elle est réduite de moitié. Donc, si on double m, parce qu'on rajoute petit m au grand M, d'accord? Donc, si la masse, elle est doublée, d'accord? Faut pas confondre ce petit m avec ce petit m, ça c'est le petit m de la formule, mais on s'intéresse bien à la masse totale de l'ensemble. Donc, si on rajoute petit m qui vaut la même chose que m, c'est-à-dire qu'on double la masse totale du système, alors que la quantité de mouvement reste égale, je le répète, forcément, V va être réduit de moitié. Parce que si ça double, ça c'est réduit de moitié. Si ça c'est toujours le même. D'accord? Donc, la B, elle est juste. Maintenant, la C, si la vitesse initiale du wagon double, alors la force qu'exerce le butoir double. Ça, c'est de nouveau la même chose. On s'imagine que la force du butoir, la force que va exercer le butoir, elle va être proportionnelle à la quantité de mouvement. Si on a un objet qui est très lourd, mais qui ne va pas très vite, et qui a la même quantité de mouvement qu'un objet qui est très léger, mais qui va très très vite, et ben, la force totale que va faire le butoir sera la même, toujours dans le cas où delta t reste constant. D'accord? Donc là, on se rend compte que si la vitesse initiale du wagon double, alors la vitesse qui exerce le butoir double aussi, oui, puisque la quantité de mouvement va doubler, puisque petit m ne va pas changer, enfin, la masse de l'ensemble ne va pas changer. Par contre, si la vitesse elle double, alors la quantité de mouvement va doubler aussi. Donc la force que va exercer le butoir à temps de ralentissement constant, eh ben, elle va doubler aussi. D'accord? Donc la C, elle est juste. Et maintenant la D, la force exercée par le butoir dépend de la masse du container. Donc maintenant, si on ajoute un container de toute manière, en fait, ce qu'il faut regarder ici, c'est la quantité de mouvement toujours. Et la quantité de mouvement initiale, elle vaut peut-être, on va dire, 10. Sauf que ce qu'on rajoute sur le wagon, la petite masse m, elle a une quantité de mouvement nulle, égale à 0, parce que on la dépose verticalement sur le wagon. Donc, la quantité de mouvement, elle va toujours rester de 10 dans cet exemple-là. Et donc, la force exercée par le butoir, elle ne va pas dépendre de la masse du container, parce que peu importe la masse du container qu'on met sur le wagon, comme il ne va pas ajouter de quantité de mouvement à l'ensemble wagon plus charge, alors la force exercée par le butoir sera la même. D'accord? Donc la D, elle est fausse.
Alors, maintenant, on s'intéresse à l'exercice 6. Donc, on a des cylindres qui ont une même masse volumique, d'accord? Donc ça, c'est la même masse volumique que ça et que ça. Ça, c'est la longueur L, ça, c'est la longueur 2L, L, 2L, d'accord? Et on a les mêmes moments de force, taux, d'accord? Euh, donc ça, taux 0, taux Y, pardon, et c'est égal à taux X. Et voilà, donc on a dit, c'est la même masse volumique et tout. Donc, on se demande si le cylindre 2 subirait une accélération angulaire 2 fois moins grande que le cylindre 1. Là, vous prenez votre formulaire à la page 2, et vous voyez ce tableau des moments d'inertie. Vous voyez que ça va correspondre à cette situation, et ça va correspondre à cette situation. Ok? Pourquoi? Parce que un cylindre de rayon R, ça c'est bien un cylindre de rayon R, et pourquoi ça c'est pas aussi un cylindre de rayon R? Parce que comparé à la force, enfin à la direction du moment de force, eh ben on n'est pas dans la même situation du tout. Et là, là on va plutôt considérer ça comme une barre de longueur L, ce qui va beaucoup influencer, c'est cette longueur, vous imaginez bien. Et là, ce qui va beaucoup influencer, c'est ce rayon, d'accord? Et il précise, hein, axe perpendiculaire à la barre passant par son milieu. Donc on a bien l'axe comme ça qui passe par le milieu de la barre, et il est bien perpendiculaire à la barre, d'accord? Donc, on peut affirmer que le cylindre 2 subirait une accélération angulaire 2 fois moins grande que le cylindre 1. On regarde avec cette formule, d'accord, la formule du moment de force et de l'accélération angulaire. Donc ça nous dit que taux, c'est égal à IW, donc le moment d'inertie, fois l'accélération. Ok, enfin voilà. Et ça, on regarde, donc le cylindre 2, qu'est-ce qui varie? Donc on voit que taux, c'est le même, ok? Et A, donc l'accélération angulaire, c'est ce qu'on s'intéresse, est-ce que ça varie ou pas? Et du coup, on peut imaginer que le moment d'inertie va varier. Pourquoi? Parce que le cylindre, là, c'est pas le même. Et celui-là, il est 2 fois plus lourd que celui-là. Vous voyez bien que dans cette formule, IW, c'est égal à 1,5 de la masse fois le rayon au carré. On a le rayon qui ne bouge pas, c'est le même, mais par contre, la masse, elle est doublée, parce que c'est la même masse volumique, mais on a 2 fois le volume. Donc la masse est doublée. Et si IW2 est doublé, on a que A, donc on peut le poser comme ça, donc on a taux Y, pardon, taux Y, c'est égal à IW1 fois alpha 1, et c'est aussi égal à IW2 fois alpha 2. Et on a dit que IW2, ça doublait, d'accord? Et donc si ça double, ça diminue par 2 par rapport à cette situation. Vous êtes d'accord, hein? Donc, l'accélération angulaire est 2 fois moins grande pour le cylindre 2 que pour le cylindre 1. Donc la A, elle est vraie. Maintenant, pour la B, le cylindre 4 subira une accélération angulaire 2 fois moins grande que le cylindre 3. Donc, pour ça, il faut se demander qu'est-ce qui varie. Là, c'est exactement la même chose que pour celle d'en haut. C'est de nouveau IW qui varie. Donc, TX ne varie pas, d'accord? Je ne vais pas remplacer tous les chiffres, hein, parce que vous avez compris, pardon. Parce que vous avez compris. Mais le cylindre 4, est-ce qu'il va subir une accélération angulaire 2 fois moins grande que le cylindre 3? Bah, s'il n'y a que IW2, donc IW4 qui va varier, on va regarder IW4, et IW4, il varie avec le carré de la longueur. Donc c'est-à-dire que si on double la longueur, eh ben, on va multiplier par 4 IW. D'accord? Donc par rapport à cette situation, IW est multiplié par 4, parce qu'on a L au carré. D'accord? Et voilà. Et donc du coup, on a que ça c'est multiplié par 4, donc du coup ça c'est divisé par 4. Hein, et du coup c'est pas 2 fois moins grande, ce sera 4 fois moins grande. D'accord? Donc ça c'est faux. Ensuite, pour la C, le cylindre 1 et le cylindre 3 subiront une accélération angulaire de même norme. Donc là, on peut un peu se demander, mais en fait, on ne connaît pas ce que ça vaut L, on ne connaît pas ce que ça vaut la masse, et on ne connaît pas ce que ça vaut R. D'accord? Donc, on a que IW1 devrait être égal, enfin pardon, IW1 devrait être égal à IW3, mais sauf qu'on a trop d'inconnus, donc on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas affirmer que IW1 sera égal à IW3, parce qu'on a la longueur qui est inconnue, on a la masse qui est inconnue, et puis on a le rayon qui est inconnu. La masse, on pourrait l'enlever, puisqu'ils ont la même masse, mais on se retrouve avec un R carré et un L carré, et on ne sait pas quoi en faire. Donc on ne peut pas l'affirmer que
le cylindre 1 et le cylindre 3 ont une accélération angulaire de même norme. Donc ça, c'est faux. Et la D, en comparant deux formes quelconques, la plus lourde sera toujours la plus difficile à faire tourner sur elle-même. Là, on se rend bien compte que si on prend par exemple cette situation, avec une longue tige comme ça de 800 grammes et un gros poids comme ça de 801 grammes, ben on voit bien que ça, c'est quand même plus simple à faire tourner qu'une longue barre de 800 grammes. D'accord? Parce que ça varie toujours avec L au carré. Donc IW de celui-là sera beaucoup plus grand que IW de celui-là, puisque on voit bien que ça varie avec le carré de la longueur, et la masse, bah là, elle a varié que très peu, malgré que ça soit plus lourd. C'est pas toujours le cas que quand c'est plus lourd, c'est plus dur à faire tourner. Donc, la D, elle est fausse. Voilà, j'espère que cette ultime vidéo de correction de physique vous aura plu. Pour nous, c'était un travail de dingue, mais surtout, c'était aussi beaucoup de plaisir à voir vos messages de remerciement, que ce soit en privé, sur Instagram ou aussi sur UpMed directement. Ouais, c'était vraiment, vraiment chouette. Et puis maintenant, il va falloir vous débrouiller par vous-même. Mais j'ai pas de doute que ça va le faire. Faut vous accrocher, juste persévérer, travailler à fond, à fond, à fond la physique. C'est des points tellement importants qu'il faut pas les laisser aux autres, vraiment. Prenez-les pour vous. Et voilà, et n'hésitez pas à utiliser tout ce qu'on vous offre aussi gratuitement, que ce soit sur Instagram, des petits conseils, ça, abonnez-vous. Sur UpMed aussi pour les semaines de révision qui arrivent là maintenant, on vous offre je crois 150 QCM sur les 2 premières semaines, enfin tous nos QCM sur les 2 premières semaines de cours, et ils sont offerts gratuitement pour que vous découvriez la plateforme et tout, et puis même si vous prenez pas d'abonnement, profitez de ces 150 QCM, c'est juste gratuit, donc vraiment ça vaut le coup d'en profiter. On va faire aussi un examen blanc pour essayer que vous vous rendiez compte un petit peu de la difficulté de se confronter à une autre volée et d'être dans un concours réellement. Vous pouvez penser que votre méthode de travail elle est top parce que vous bossez des heures et des heures, mais en fait au final ça se trouve elle n'est pas 100% top. Et même si vous bossez beaucoup, des fois, savoir au début de l'année qu'on peut encore améliorer un petit peu sa méthode de travail, c'est mieux que plutôt de se prendre un mur à la fin de l'année. Donc moi je vous invite vraiment à prendre votre courage à deux mains et puis participer à cet examen blanc gratuit qu'on organise sur le site. Donc il faut juste créer un compte sur UpMed, s'enregistrer en fait, et puis aller le jour J à la bonne heure, 15 minutes avant c'est mieux. Il y a tous les renseignements toute manière sur la page de l'examen blanc. Et après vous faites l'examen blanc et vous aurez votre classement général, classement humaine, dentaire ou biomed, ça dépend ce que vous êtes aussi. Et puis après, avec toute la correction détaillée de chacune des questions de l'examen, il y aura 60 QCM, donc vraiment profitez-en, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, je vous prends pas plus de temps, révisez bien, courage pour le reste de l'année, vous êtes des beaux gosses, vous serez des futurs médecins, et puis peut-être l'année prochaine, mais j'espère pas parce que vous allez réussir l'année. Ciao!